Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est peut-être un peu brutal hein, comme introduction. Je voulais vous présenter le Takanakui, qui est une tradition autochtone andine, qui est pratiquée par les Chubivilcanos au Pérou. Cette tradition, elle autorise les membres de la communauté à se battre 3 jours par an, à main nue, pour régler des problèmes de justice, prouver son courage ou honorer le clan. Alors, il y a 2 ans, j'ai fait ce reportage pour Vice. Et je me souviens très bien que le moment où j'étais dans l'arène, où je voyais ces combats, j'ai été comme enivré, pris par les combats, par la ferveur de cette arène-là. Et je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est au milieu de cette arène ? Quelle est la peur qui nous paralyse ? Quel est le courage qui nous ramène un peu à la vie ? Et j'ai demandé à mon fixeur, du coup, si je pouvais participer à ces combats-là. Et le jour même, il m'a dit non, ça ne se ferait pas, c'est pas bien. Ce serait une forme de réduction de la tradition, parce que c'est une tradition où ce n'est pas seulement des combats, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, avec une cosmogonie beaucoup plus grande et plus large. Donc j'ai accepté. Je suis resté comme simple photographe, observateur. Et lorsque je suis rentré en France et que j'ai publié cet article, je me souviens très bien des commentaires que j'avais. D'un côté, j'avais les gens qui fantasmaient un peu cette tradition, qui voulaient la ramener en France, en disant que les politiques avaient besoin de participer au Takanakui et que ce serait une forme de paix sociale. Et de l'autre, ceux qui critiquaient cette tradition en disant que c'était des barbares, ce sont des sauvages ou des moins civilisés, en tout cas. 2 ans plus tard, le fixeur m'appelle, c'était devenu quelqu'un d'important dans la communauté, et il me propose de participer. Cette communauté veut s'ouvrir au monde, donc il me propose d'être le premier occidental et le premier français à participer à cette tradition, en suivant tous les rites et toutes les traditions avant ces jours de combat. Évidemment, je dis oui. Il faut y aller, on y va. 1 mois et demi sur place, à partager les rites, à partager leur quotidien, à aussi aller dans les mines avec eux pour voir leur ressenti. J'ai partagé la vie avec une famille qui m'a amené jusqu'au milieu de l'arène le jour du combat pour prouver mon courage et participer à un combat de l'amitié, une pelea de amistad. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Je ne suis pas là pour juste vous présenter ma participation et cette tradition, mais je pense que cette tradition et cette introduction permettent de se poser des questions pour ceux qui aiment voyager et ceux qui voyagent. C'est quel rapport, qui sommes-nous par rapport à eux ? Quel regard on porte sur autrui ? Et finalement, jusqu'où on peut devenir autre ? Alors ces questions sur le concept d'identité et d'altérité ne sont pas nouvelles. Je vais vous parler d'Hérodote d'Halicarnasse, qui est né 5 siècles avant Jésus-Christ. Il y a donc plus de 2500 ans et qui est le père de l'histoire et pour moi un des premiers reporters, même s'il y avait beaucoup d'exagération dans ses récits. On peut dire que c'est le premier à avoir parlé des autres. À travers ses récits, il parle des Égyptiens, de comment ce que mangeaient les Babyloniens, les Scythes. Et c'est le premier à parler des autres, donc à les faire exister. C'est une référence pour moi,
parce que c'est quand même le premier qui a eu cette réflexion sur l'autre, mais il avait une vision très manichéenne des choses. C'est-à-dire que comme l'identité grecque était morcelée et pas encore figée, tout son rapport à l'autre dépendait de sa propre identité, de ses propres références. On parlait des autres en disant ils sont comme nous ou ils sont en dessous de nous. Leurs pratiques sont égales aux nôtres ou elles sont loin des nôtres. Ce sont des barbares ou ce sont des civilisés. Lorsqu'on prend le temps de regarder les autres pour se définir soi, il y a quand même un mouvement d'élargissement de l'humanité qui va au-delà de notre identité. Et ça, c'est quelque chose d'important quand on voyage et quand on fait ce métier. Il y avait quand même des points communs à l'humanité, et ça, vous pouvez les retrouver, c'est que, par exemple, je vais parler d'un thème qui n'est pas très agréable, mais la mort, ou les rites funéraires, c'est commun à toute l'humanité, c'est propre à l'humain. Il n'y a pas une civilisation qui laisse ses morts sur la route ou sur le bord d'une piste. C'est quelque chose qui nous est propre. Lors d'un reportage chez les Wayuu, qui est un peuple autochtone de Colombie, dans le nord de la Colombie, dans la Guarilla, dans le désert de la Guarilla, j'ai pu participer à l'un des rites funéraires avec la famille de Gladys. Gladys, c'est une matriarche qui m'a accueilli pendant des semaines et avec qui j'ai pu partager le quotidien, et notamment ce moment très très fort. Il faut savoir que chez les Wayuu, la mort et le deuil durent 6 ans. Il y a d'abord, lorsque la personne meurt, 3 jours dans un hamac où on le veille, où on veille la personne. On l'enterre une première fois. 3 ans plus tard, on déterre le corps, on nettoie les os, on en fait une momie, on le remet dans le hamac, dans le chinchorro. On fait la fête pendant 3 jours, c'est ce à quoi j'ai participé. On remet la momie du coup dans le tombeau. Et au bout de 6 ans, on ouvre le tombeau pour que l'esprit soit libre et puisse rejoindre la déesse Ma, qui est la déesse du vent dans leur cosmogonie. Alors malgré les vaches sacrifiées à côté de moi, malgré l'alcool à 6h30 du matin, malgré les chants, les danses et ces momies qui étaient mortes il y a 3 ans, qui étaient à mes côtés, j'ai quand même ressenti un sentiment commun, presque universel. La tristesse d'une fille qui perd sa mère, la difficulté qu'on a à faire un deuil, ou en tout cas le déchirement que l'on a lorsqu'un de nos proches est mort. C'est quelque chose de commun, de presque universel. Et je me souviendrai toujours, c'est ce regard qu'on s'est porté, et surtout le regard qu'elle m'a porté finalement. Elle ne m'a pas vu comme une personne, parce que j'étais en train de pleurer évidemment, elle ne m'a pas regardé comme un blanc, étranger, photographe ou occidental. Elle a vu juste, à travers mes yeux, un être qui partageait sa tristesse. Et ça, c'est des moments qui sont forts et qui nous font partager une humanité commune. Ensuite, il y a aussi le thème de la page blanche. C'est quelque chose qui est important pour moi dans mon métier. Lorsqu'on va à la rencontre de ces peuples-là, il faut faire acte de page blanche. Il faut faire l'effort de sortir de soi, de dézoomer par rapport à une situation. Par exemple, chez les Guaguas, pareil en Colombie, sur le Rio Atrato, lors d'un reportage, une zone très dangereuse qui est la seconde route de la drogue qui remonte jusqu'au Panama. Je suis allé à la rencontre des Guaguas et des Zamberadobida qui vivent sous la menace des narcotrafiquants, des guérillas et des différentes forces armées. Il faut savoir que les forces armées mettent des mines antipersonnelles tout autour des villages pour faire disparaître ces populations-là. Lorsque je suis arrivé dans un des villages, je me souviens avoir vu 2 anciens de plus de 40 ans, un peu d'adultes et 200 enfants. Et des enfants de 14-15 ans qui avaient eux-mêmes des enfants. Du coup, à travers mon prisme occidental, je me suis posé la question, est-ce que c'est normal d'avoir des enfants si jeunes ? Est-ce que c'est moral, finalement, d'avoir des enfants si jeunes ? Et même, est-ce que ce ne sont pas des vies gâchées ? Donc voilà, j'avais quand même ce prisme occidental. Et c'est là qu'il faut faire l'effort. C'est quand il y a une pulsion, une interprétation rapide qui vient, c'est là où il faut faire l'effort, essayer de sortir de soi, essayer de sortir de la situation, essayer de comprendre. Par exemple, chez les Guaguas, il y a un fort taux de natalité parce que, premièrement, le planning familial est difficile d'accès, c'est au moins 2 jours de pirogue. Et deuxièmement, parce que ces gens-là, ces populations-là vivent en communauté. Dans le village, il y a 4-5 maisons sur pilotis, grandes ouvertes, où il y a 50 à 60 personnes par maison.
Donc l'enfant ne vit jamais seul. L'enfant est éduqué par l'ensemble de la population. Et ça me fait penser à un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et du coup, les Gwagwa le mettent en pratique et ont cette vision-là des choses. Il y a aussi le thème de la survie du peuple. Petit à petit, les villages se vident et la tradition et la culture Gwagwa se perdent. Du coup, il y a un instinct presque collectif qui encourage les gens qui continuent à vivre là-bas à faire des enfants pour survivre et faire que le peuple perdure. Parce que quand on va en voyage et quand on va rencontrer l'autre, il est important de savoir que l'autre a un sens avant qu'on le lui donne. Il existe avant qu'on lui donne un sens. Donc pour moi, c'est vrai que cette expérience a été très difficile parce que j'avais cette vision très occidentale. Mais c'est plus facile d'être complaisant avec ceux qui nous ressemblent que d'être tolérant avec ceux qui sont étrangers à nous. C'est beaucoup plus facile. Il y a un autre thème aussi, celui de l'ordinaire. C'est quelque chose qui me tient à cœur. On a tous entendu cette phrase, ils n'ont rien mais ils donnent tout. C'est presque une phrase qu'on a pu dire nous-mêmes, hein. Une phrase absurde mais qui est finalement dénuée de mauvaises intentions. C'est juste qu'on a appris à la dire. Eh bien, cette phrase, je pense qu'elle est importante à comprendre parce qu'elle met en valeur le fait qu'il n'y a pas d'extraordinaire. L'extraordinaire n'existe pas. Lorsque je voyage et que je vais à la rencontre de ces peuples-là, je vais à la rencontre de leur ordinaire, de leur quotidien. Aujourd'hui, les agences de voyage et le secteur du tourisme vous vendent du tourisme extraordinaire. On va faire une odyssée, une aventure, vous êtes des aventuriers, on va faire une expédition. Mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. On ne va pas voir quelque chose d'extraordinaire autre part parce que nous ne le sommes pas extraordinaires. Je ne suis pas extraordinaire, vous n'êtes pas extraordinaire, ils ne sont pas extraordinaires non plus. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur quand je vais dans ces pays-là et quand je rencontre ces populations. C'est ça. Donc voilà, là vous voyez les Misak qui viennent de Colombie aussi. Et les Waorani, qui est un peuple d'Amazonie équatorienne. Et ça, c'est Moi, je vais vous en parler un peu plus tard. Moi, lorsque je voyage, je vais à la rencontre des ordinaires, je vais à la rencontre du quotidien. J'ai envie de partager avec eux leur quotidien et de révéler avec eux le beau et le sublime de leur évidence. C'est-à-dire aller avec Moi, faire une balade en forêt amazonienne avec son singe araignée sur l'épaule. C'est aussi sentir les plats d'Asie mineure, et partager la victoire, ou partager en tout cas les cris de joie des gaviao lors des Jeux autochtones au Brésil. C'est ça que je recherche. Et donc on arrive à ce moment-là. J'ai mis ça en introduction pour vous montrer que j'avais eu envie de traverser le miroir, d'aller au-delà de cette volonté de rester mon identité. J'avais envie d'être autre. J'ai cru pendant un moment, le temps d'une tradition, que j'allais devenir comme eux. J'allais m'intéresser à eux à un point où j'allais m'identifier à eux. Ben avec cette expérience, j'ai compris que non. On ne traverse jamais totalement le miroir et qu'il reste toujours notre identité, notre culture très ancrée. Mais quand on fait l'effort d'aller essayer de les comprendre ou de les rencontrer, il y a quand même des restes. Par exemple, lors de cette tradition, c'est la fête. Le Takanakui, c'est juste un moment à partir d'une plus grande tradition qui s'appelle la Wailia. La Wailia, ce sont des chants et des danses. Moi, cette musique, je l'ai entendue pendant un mois et demi. Pendant un mois et demi, j'en pouvais plus. Ce sont des notes aiguës, les mêmes rythmiques tout le temps, et on l'entend du matin au soir. Vraiment, je n'arrivais pas à m'accrocher à cette musique. Pour eux, c'est une musique qui fait un appel au courage, et ils disent que ça permet d'avoir le sang qui bout dans leur cosmogonie. Je vous assure que le jour même, quand j'étais dans l'arène, et que j'ai écouté cette musique, que j'avais ce masque, et que j'ai suivi toute ma famille, toute la journée, à aller voir tout le monde dans le village pour qu'il m'accompagne. Lorsque j'ai écouté ces musiques et ces paroles, j'ai été pris comme par magie, par une transe. J'ai été transcendé par cette musique. Et je suis allé me battre pour cette Pelea d'Amistad avec courage, grâce à cette musique. Donc du coup, quand même, on peut voir qu'on peut être perméable à l'autre et à la culture de l'autre. Je vous montre quelques photos de la fête. Oui, du coup, les femmes, depuis pas longtemps, se battent aussi. C'est quelque chose de nouveau. Il y a 5 ans, les femmes ne pouvaient pas se battre.
Et il y a des femmes qui sont allées faire des études dans les universités péruviennes et qui sont revenues avec un mouvement féministe en disant pourquoi on n'aurait pas le droit, nous, de nous battre lors de la tradition. Donc aujourd'hui, elles se battent et il y a un combat sur deux qui sont faits par les femmes. Voilà comment ça les présente. Donc voilà, j'ai fini mon intervention, mais en fait, je voulais vous dire que pendant ces années de voyage et de rencontres, je crois que j'ai pu me faire une idée, et en tout cas, je peux témoigner une vision de l'homme. Cet homme qui n'est ni ange, ni bête, il est juste humain. Un humain qui essaye de se débrouiller, de survivre dans un environnement. Et je sais que dans cette époque où on fait tout pour être très manichéen et sans concession, c'est pour ça que je suis venu ici aussi, c'est d'essayer d'avoir du recul pour avoir un jugement plus complet des situations et des choses et nous pousser à nous regarder en face, les yeux dans les yeux, à nous observer et essayer de nous comprendre. Voilà, merci beaucoup.